Bonjour, je m'appelle Jean-Jacques Nantel. Une des rares lois historiques dont les historiens soient vraiment certains, c'est qu'à l'anarchie succède toujours la dictature. Toujours. Si, de nos jours, tout se met à dérailler un peu partout sur la planète, c'est principalement à cause des pénuries de toutes sortes qui sont causées par la surconsommation de près de 8 milliards d'êtres humains. Non seulement nous sommes devenus trop nombreux, mais en plus nous avons des appétits de consommation pratiquement illimités. Pour impressionner leurs voisins, des millions d'individus achètent des maisons inutilement grandes. Des millionnaires font des collections de voitures rares. Et des milliardaires se font construire des super yachts. Quant aux rois et aux dictateurs, ils ont toujours dépensé sans compter pour se faire bâtir d'immenses châteaux inutiles. Si nous sommes si nombreux, c'est d'abord parce que pendant des millénaires, l'agriculture a permis à des masses de pauvres de se multiplier dans des plaines ou sur des terrasses montagneuses en détruisant d'innombrables forêts. Si, dans ce processus-là, beaucoup d'espèces sauvages ont été exterminées, la situation environnementale était encore tolérable sur la planète étant donné que les humains consommaient alors très peu. Tout a changé avec la révolution industrielle qui, en quelques siècles, a amené des milliards d'êtres humains à aller se concentrer dans les villes et dans des usines où ils ont perdu tout contact avec les environnements naturels. La conséquence de ça, c'est que pour s'enrichir, l'humanité s'est partout lancée dans une course aveugle à la croissance économique. Résultat, les bisons ont presque disparu des prairies nord-américaines, les océans ont été systématiquement vidés de leurs poissons, la mer d'Aral en Asie centrale a été presque asséchée pour produire du coton, des mines à ciel ouvert extrêmement polluantes ont été exploitées jusqu'à l'épuisement du minerai. Et, surtout, des guerres sauvages ont rendu d'immenses territoires impropres à l'agriculture. 3 millions d'hectares seulement pour la Première Guerre mondiale. De nos jours, la crise écologique est si grave que les cas de pollution extrême sont devenus très courants sur les 5 continents. Comme je l'ai expliqué dans les autres vidéos de cette série, la croissance exponentielle de nos économies industrielles n'est pas viable, surtout si on tient compte de l'effondrement tout aussi rapide des environnements naturels qui sont censés absorber toute notre pollution. Pour une foule de matières premières, nous avons déjà atteint ou dépassé ce que les économistes appellent le pic de Huber, c'est-à-dire le point à partir duquel les quantités disponibles sur Terre ne cessent de diminuer. C'est déjà évident pour l'eau en particulier. Malheureusement, nos classes supérieures, qui vivent très loin des environnements naturels, ne croient pas vraiment que la planète soit malade. Ils sont d'ailleurs presque unanimes à vouloir le retour de la croissance. Il faut dire que les théories économiques qu'on leur enseignait dans les écoles sont toutes sorties du monde industriel. C'est le cas, par exemple, du capitalisme et du communisme, dont les idées de base ont été développées par des intellectuels qui considéraient tous comme très secondaires les problèmes environnementaux. En 1776, un économiste intellectuellement honnête comme Adam Smith avait expliqué froidement comment fonctionnait le capitalisme, mais bien sûr sans trop se soucier des cruautés et des injustices les plus évidentes dont il était responsable. Au 19e siècle, Karl Marx lui a répondu de façon géniale, avec une analyse décapante des défauts du capitalisme, par exemple en insistant lourdement sur les vies d'esclaves que les capitalistes imposaient alors aux travailleurs et aux enfants qui étaient employés dans leurs mines et dans leurs usines. Malheureusement, comme Karl Marx rêvait d'éliminer le capitalisme et les capitalistes en lançant une révolution violente, il a volontairement menti sur l'aspect positif du travail des capitalistes. À le lire, le profit n'était jamais le produit du travail, mais toujours le résultat d'un vol. Pour lui,
le travail d'organisation et de réduction des coûts fait par un entrepreneur ne valait rien du tout. Tout comme les révolutions technologiques lancées par des génies comme James Watt ou Thomas Edison. Selon Marx, les heures de travail d'un paresseux valaient autant que celles d'un travailleur acharné, etc., etc. Comme Marx n'a à peu près rien écrit sur le fonctionnement de la société communiste dont il rêvait, les premiers bolcheviks qui ont pris le pouvoir dans des pays pauvres ont concentré dans leurs mains tous les pouvoirs, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas respecté la séparation des pouvoirs qui, dans une société civilisée, protège les citoyens ordinaires contre les abus des gouvernements. Pour les communistes, tous les problèmes et toutes les résistances devaient être éliminés par la violence. Il vaut la peine, ici, de signaler que l'extrême droite et l'extrême gauche ne représentent absolument pas les deux extrêmes du monde politique, étant donné que ces deux idéologies ont des origines semblables et qu'elles s'opposent toutes deux aux valeurs démocratiques et pacifistes. Ce sont deux idéologies sœurs. Mussolini, par exemple, a créé le fascisme moins de 5 ans après avoir quitté le Parti socialiste italien, alors que le national-socialisme était un socialisme dévoyé qui dénigrait lui aussi le capitalisme, mais le capitalisme juif. De plus, les fascistes et les communistes utilisaient exactement les mêmes méthodes de gouvernement, à savoir la terreur, le meurtre, le pillage, la torture, les déportations, les camps de concentration, l'esclavage de masse, etc., etc. Contrairement aux nazis, les communistes ont eu la chance de gagner presque toute leur guerre, ce qui leur a donné le temps d'effacer les traces de leurs crimes et de continuer à se présenter jusqu'à aujourd'hui comme l'avenir de l'humanité, et ça c'est malgré l'évidente pauvreté des peuples qu'ils ont supposément libérés. Au lieu d'admettre l'échec de leur idéologie, qui était évident quand on comparait ses résultats avec le confort et la liberté dont jouissait un peuple comme les Japonais par exemple, les chefs communistes ont continué jusqu'au bout à lutter contre la nature humaine et les lois du marché en obligeant leur peuple à gaspiller d'énormes ressources pour produire des biens dont personne ne voulait. Des biens qui allaient s'empiler sur les étagères des magasins d'État. Chose intéressante, à mesure que le communisme a conquis de nouveaux pays, ses dirigeants ont utilisé de plus en plus de violence pour le faire fonctionner. Au meurtre en série d'un Staline ont donc succédé les hécatombes causées en Chine par les projets les plus délirants de Mao Tse-tung, pour finalement aboutir au génocide cambodgien au cours duquel les Khmers rouges ont exterminé le quart de la population du pays, en commençant par les gens les plus instruits et les mieux formés. C'est finalement l'épuisement des peuples qui avaient été soumis à de pareilles brutalités qui a causé l'effondrement du système au cours de la décennie de 1980. Presque sans transition, le communisme a alors été remplacé par un capitalisme sauvage qui ne respectait rien ni personne, surtout pas l'environnement. Vous noterez que c'est le monde ordinaire qui a toujours fait les frais des conflits entre le capitalisme et le communisme, ou entre la gauche et la droite, alors qu'en fait il s'agissait de querelles qui opposaient deux factions différentes de nos classes supérieures, c'est-à-dire de gens qui sont naturellement isolés du monde réel par le monde industriel qu'ils dirigent. Il aura fallu la faillite du communisme et la fabuleuse croissance économique qui a suivi pour que nos dirigeants et nos intellectuels réalisent que le monde industriel était en train de détruire les environnements naturels qui assurent depuis toujours la survie de l'humanité. En ce début du 21e siècle, nos dirigeants se rendent tous compte que les recettes traditionnelles pour relancer la croissance économique ne fonctionnent plus nulle part. Ils ont beau imprimer de l'argent à tour de bras et accumuler des montagnes de dettes. Le seul résultat qu'ils obtiennent est de créer des bulles boursières et immobilières qui n'ont pratiquement aucun effet sur l'économie réelle. Comme ils savent que leurs caisses seront bientôt vides
et qu'ils craignent d'être blâmés pour la dépression économique qui s'en vient, ils ont récemment créé, avec l'aide des médias, une psychose artificielle sur l'épidémie du coronavirus, tout ça alors qu'ils savent très bien que la pandémie est en train de se terminer et que même s'il devait y avoir une deuxième vague, beaucoup plus que 99,5% de la population mondiale va y survivre. Comme toujours, vous pouvez vérifier tout ce que je dis avec la bibliographie que vous trouverez à la fin de la vidéo. Le plus grave, c'est qu'à cause du confinement que les gouvernements ont imposé à la population un peu partout, des millions d'entreprises vont faire faillite sur la planète et mettre à pied des dizaines de millions de travailleurs, ce qui va créer une dépression économique qui, parce qu'elle aura une origine environnementale, sera beaucoup plus profonde et prolongée que la crise des années 30. En 3 mots, nos dirigeants ont définitivement perdu le contrôle de la situation et ils le savent. Toute la publicité qu'ils font autour du COVID-19 a pour unique but de lui faire porter la responsabilité de la dépression qui s'en vient. On peut résumer la situation actuelle en disant qu'à cause de l'accélération de l'histoire qui caractérise notre époque, le temps nous manque pour tout refaire. La nature, que nous avons méticuleusement détruite, va elle aussi nous empêcher de tout refaire. Nos problèmes actuels sont tellement complexes que de toute façon, nous ignorons comment tout refaire, puisque nous n'avons pas les théories, les concepts et surtout les technologies nécessaires. Nous n'avons pas l'argent pour tout refaire, il a déjà été gaspillé. À l'échelle de la planète, nous ne sommes pas organisés pour tout refaire. On n'a pas non plus les chefs pour tout refaire, puisque des gens comme Angela Merkel, Emmanuel Macron ou Justin Trudeau sont clairement dépassés par les événements. Enfin, il y a le fait que les humains aiment les sociétés de consommation et de gaspillage auxquelles ils sont habitués, et qu'à la première embellie de l'économie, ils vont justement chercher à tout refaire, ce qui va recréer le problème. Comme beaucoup d'énergie et de matière en mouvement sont impliquées dans l'effondrement actuel, on peut faire certaines prédictions valables sur ce que nous réserve l'avenir, surtout si on se fie aux enseignements de l'histoire. Par exemple, nous savons que les dépressions économiques graves, en plus de créer un chômage de masse, produisent des pénuries de toutes sortes et une anxiété généralisée qui provoque des émeutes en série d'affamés et de pillards. Or, des troubles de ce genre sont extrêmement difficiles à contrôler quand ils se produisent dans des capitales où les pauvres sont à la fois nombreux et faciles à regrouper. De son côté, l'histoire des révolutions nous apprend que quand un pays sombre dans l'anarchie, la guerre civile peut seulement être évitée si les forces de l'ordre ont confiance dans le chef d'État. Quand ce n'est plus le cas, une sorte de flottement s'installe peu à peu dans la machine gouvernementale jusqu'au moment où les policiers et les soldats qui défendent l'État se mettent à fraterniser avec la population pour finalement se joindre à la révolution. C'est à ce genre de réaction en chaîne que Charles Ier d'Angleterre, Louis XVI de France ou Nicolas II de Russie ont dû d'être exécutés. Parce qu'elle tire son origine et son énergie d'une crise climatique, de mauvaises récoltes ou d'une guerre perdue, la Révolution continue alors sur sa lancée en tuant au hasard et en détruisant tout ce qui s'oppose à elle. Et ça continue pendant de longues années jusqu'à ce que le peuple ait compris qu'à force de s'entretuer, les nouveaux gouvernants avaient eux aussi sombré dans l'anarchie et qu'il fallait s'en débarrasser. C'est alors seulement qu'un des survivants du massacre, souvent un militaire, peut s'emparer du pouvoir par la violence en s'appuyant sur la partie de la population qui désire la paix à n'importe quel prix. Après une nouvelle ronde de tueries qui vise à calmer le jeu, une dictature s'installe et l'ordre réapparaît. Quant aux pays étrangers,
Il est rare qu'ils fassent l'erreur de sauter dans une pareille poudrière, sauf bien sûr si leurs intérêts ou leurs frontières sont directement menacés. Dans la plupart des cas, leurs dirigeants attendent patiemment de connaître le vainqueur de la guerre civile pour s'entendre avec lui. Quant aux ennemis héréditaires du peuple en révolution, on les voit souvent se réjouir ouvertement de le voir s'autodétruire. Évidemment, le scénario que je viens de décrire est assez conventionnel et a peu de chances de se reproduire au 21e siècle compte tenu de l'ampleur de nos problèmes actuels. En effet, si quelques années de mauvaise récolte et le surendettement de la royauté française de 1789 ont produit une révolution française qui a mis l'Europe à feu et à sang pendant un quart de siècle, on imagine l'ampleur de la crise que causera l'effondrement de pratiquement tous nos écosystèmes planétaires. Un problème auquel s'ajoutera une dette globale qui en 2020 a atteint le chiffre astronomique de 258 000 milliards de dollars. On parle ici de 3,3 fois la production annuelle totale du monde entier. Et ça ne cesse d'augmenter. De nos jours, il est clair que pour diverses raisons, l'anarchie s'est déjà installée dans des pays aussi dispersés que la Syrie, le Congo, le Venezuela ou le Brésil des favelas. Dans le cas de l'Occident, l'anarchie s'est également installée à demeure, notamment dans les multiples banlieues de l'Europe occidentale où la police et les natifs évitent de se rendre de peur de se faire attaquer. La montée de l'intégrisme musulman dans ces quartiers et celle de l'extrême droite dans plusieurs pays montrent qu'à la moindre crise grave, le continent pourrait connaître de multiples guerres civiles. Le cas américain est particulièrement intéressant, étant donné que le pays est isolé du reste du monde par deux immenses océans et que, comme d'ordinaire, les problèmes américains devront être réglés par les Américains eux-mêmes, sans aucune intervention extérieure. Ajoutons que les USA sont un des rares pays qui possèdent assez de ressources et de réserves pour pouvoir se tirer d'affaire tout seul, mais en beaucoup plus pauvre, en cas de grave dépression économique. Or voici, de nos jours, les États-Unis montrent tous les symptômes les plus classiques de ce que les historiens ont toujours appelé la décadence. Des dettes hors contrôle, un déficit budgétaire, un déficit commercial, le déclin de la famille et de la natalité, la baisse de sa puissance militaire, une perte de compétitivité, etc., etc. Comme depuis, les élites américaines ont systématiquement inversé les valeurs défendues par leurs ancêtres, les anciens droits d'opinion et de parole qui défendaient autrefois la Constitution américaine ne sont plus respectés. Une censure, appliquée par des sortes de curés anonymes, est donc réapparue dans les journaux, sur Internet ou dans les universités. Ce qui est plus grave, c'est que pour rester populaire auprès des défenseurs de la rectitude politique, les maires de certaines grandes villes ont accepté de réduire de façon drastique les budgets alloués aux forces de l'ordre, avec pour résultat que certains quartiers pauvres ne sont plus contrôlés par la police. Récemment, le directeur du Pentagone a même dit qu'il refuserait d'obéir à un ordre direct du président américain, alors que la Constitution américaine en fait le chef suprême des armées. Un véritable mépris des autorités s'est donc installé, et les crimes violents, comme les pillages, ne cessent de se multiplier. Dans certaines villes, des groupes de manifestants vont même jusqu'à envahir des quartiers riches pour hurler des insultes à leurs résidents effrayés. Autrement dit, l'anarchie s'est installée un peu partout, surtout depuis l'élection d'un président aussi controversé que Donald Trump. Le problème ici, c'est que les citoyens américains ont en leur possession environ 393 millions d'armes, de même que des dizaines de milliards de balles pour se défendre, qu'ils sont tous obsédés par le racisme et qu'ils ne se respectent plus les uns les autres. Autrement dit, on a devant nous un baril de poudre qui pourrait exploser à tout moment
surtout en cas de grave crise économique. Si, comme c'est probable, le pays devait sombrer dans le chaos et la guerre civile, les troubles se produiraient surtout dans les villes, comme c'est déjà le cas. Même le Capitole et la Maison-Blanche seraient alors indéfendables, ce qui amènerait vite l'armée à intervenir pour rétablir l'ordre. Or, les soldats ne se servent pas de boucliers anti-émeutes. Ce qu'ils ont, ce sont des armes lourdes. Un État policier et une dictature quelconque, de gauche ou de droite, devrait alors s'installer. Une dictature qui, compte tenu de l'histoire démocratique des États-Unis, serait presque certainement déguisée en un semblant de démocratie. C'est exactement ce qu'a fait Auguste, le premier empereur romain, à la fin des guerres civiles qui ont ensanglanté le monde gréco-romain au 1er siècle avant Jésus-Christ. Une chose est certaine, c'est qu'à l'échelle mondiale, le chaos, la misère, la faim, les destructions et les multiples guerres, civiles ou non, atomiques ou non, que va provoquer la crise qui commence, va beaucoup accélérer le déclin de nos environnements terrestres et marins. Du coup, notre déclin démographique et économique va s'accélérer jusqu'au moment où la quantité de pollution produite par toutes nos sociétés industrielles aura passé sous le seuil où les écosystèmes restants pourront à nouveau tout nettoyer par eux-mêmes. Je parle de tout ça plus en détail dans le livre que j'ai publié chez Amazon.ca. Je terminerai en disant que l'humanité, qui en a vu bien d'autres, va facilement survivre à la crise. Ce sont les individus qui vont en souffrir. Dans la prochaine vidéo, je parlerai d'ailleurs des moyens, des technologies qu'emploieront presque à coup sûr les peuples qui vont réussir le mieux à s'en sortir. Je vous remercie à l'avance de répandre le mieux possible cette vidéo sur l'Internet, de lui donner un pouce en l'air, de vous abonner à ma chaîne et de me financer si vous le pouvez. À la prochaine!